vous retrouvez dans ce morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité, d'analyse et de décryptage. Alors bon réveil à tous. Au sommaire de cette édition, elles sont de plus en plus nombreuses à quitter la France et l'Amérique pour aller épouser des djihadistes en Syrie et en Irak, séduites par l'idée romantisée du combat. On reviendra sur ces jeunes femmes qui inquiètent l'Occident. Et puis c'est sans grande surprise que Dilma Rousseff remporte le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Malgré les scandales à répétition et une campagne secouée par des rebondissements, les Brésiliens ont pour l'instant choisi de s'en tenir à la chef du Parti des travailleurs. Analyse à suivre dans cette édition. Et puis enfin, on reparlera de cette décision du nouveau Premier ministre suédois de reconnaître l'État de Palestine. Feu de paille ou claque réelle pour Israël. Élément de réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Avec moi ce matin sur ce plateau, Emmanuel Navon, bonjour, professeur en relations internationales. Myriam Danan et Cyril Amar nous ont également rejoints. On va commencer avec vous, Cyril Amar. On va faire la revue de presse du Moyen-Orient. Allons-y. Allons-y. On va commencer évidemment par ce qui fait la une des journaux israéliens et des journaux libanais. Ce regain de tension à la frontière israélo-libanaise, également à la frontière libano-syrienne. Tension dans le nord, c'est donc le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien gratuit Israël Hayom, au lendemain d'un incident dans le secteur des fermes de Sheba, plus connu en Israël sous le nom de Ardov. C'est à la frontière israélo-libanaise, un incident en cours d'examen selon un communiqué de l'armée israélienne. Mais le journal révèle que des soldats israéliens ont ouvert le feu hier en direction des suspects qui avaient tenté de s'infiltrer sur le territoire israélien. Alors de l'autre côté de la frontière, au-delà de la ligne bleue, dans les kiosques de Beyrouth, c'est le plus vieux journal du Liban, le An-Nahar, qui vient de lancer une version en français, à qui on souhaite longue route d'ailleurs, qui fait état ce matin de combats meurtriers entre le Hezbollah et le front Al-Nosra à l'est du Liban. Ça se trouve dans la ville de Nabi Sbat, attaqué par des djihadistes qui étaient venus de Syrie. Bien le Hezbollah aurait, selon le journal en ligne, infligé de lourdes pertes aux combattants du front Al-Nosra. Et 5 membres du Parti de Dieu libanais auraient été tués pendant ces échanges de tirs. Alors les journaux israéliens reviennent également sur la décision du nouveau Premier ministre suédois de reconnaître l'État de Palestine, une décision très critiquée par Israël. Oui, très critiquée. Apparemment les critiques et les pressions auraient eu un effet positif sur les positions du gouvernement suédois, puisqu'il faut croire que Stockholm a fini par faire machine arrière, nous dit ce matin une nouvelle fois le Israël Hayom. Alors, reconnaissance de la Palestine, oui, mais seulement après des pourparlers. Il s'agirait d'un malentendu, selon l'ambassadeur suédois en Israël. Alors, malentendu ou pas, le diplomate a été invité à en discuter au ministère des Affaires étrangères israélien. Fini les petits fours, bonjour le carton rouge, ou plutôt la chaise rouge, une toute petite chaise rouge, Éléonore, pour humilier évidemment l'ambassadeur turc. Quand Israël en avait fait les frais, lui également, c'était au lendemain de l'affaire de la flottille du Marmara. Voilà, on voit donc Avigdor Lieberman, le chef de la diplomatie israélienne, qui ordonne à son homologue suédois de s'asseoir pour recevoir le blâme d'Israël. Alors de l'eau dans le gaz entre Jérusalem et Stockholm, c'est pas la première fois, nous rappelle ce matin Dan Margalit dans les colonnes du Israël Hayom. Depuis l'assassinat du comte Bernadotte, c'était le médiateur des Nations Unies pour la partition de la Palestine mandataire, assassiné par des membres du groupe armé juif sioniste, l'Echi, jusqu'au désamour du Premier ministre social-démocrate Olof Palme dans les années 70, ça n'a jamais été l'idylle, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Israël et la Suède. Voilà ce que pense donc Dan Margalit ce matin dans le Israël Hayom. Alors le journal de gauche, Haaretz, fait sa une lui sur les thérapies de conversion. Qu'est-ce que c'est au juste, ces thérapies? Alors thérapie de conversion, on peut dire également thérapie de réorientation sexuelle. Il s'agit d'un ensemble de traitements scientifiques ou pas, ça reste à prouver, ayant pour but donc de changer l'orientation sexuelle d'une personne de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Eh bien le ministère de la Santé israélien, nous dit la Haaretz, s'est prononcé contre, en expliquant qu'il n'existait à ce jour aucune preuve scientifique que ce genre de traitement était efficace. Une décision qui a été saluée par la ministre de la Santé, Yael German, et qui affirmait que ça prouvait une nouvelle fois que l'orientation sexuelle c'était quelque chose d'inné et que ça faisait partie de l'orientation sexuelle d'un individu et qu'à ce titre on ne pouvait pas le changer. Alors, tout autre son de cloche dans les sphères religieuses, c'est le rabbin Shlomo Aviner qui monte au créneau. Selon lui, le traitement permet chaque année à des milliers d'Américains de s'en sortir
et de fonder un foyer normal. Donc s'en sortir, se dire que l'homosexualité ce serait une maladie mentale. Rappelons quand même que depuis 1973, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale par les autorités médicales américaines. Merci Cyril. On passe à un autre sujet. En France, une adolescente de 15 ans qui avait quitté sa famille pour partir faire le djihad en Syrie vient d'être retrouvée à Marseille après s'être ravisée. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces filles et femmes qui quittent l'Europe pour rejoindre l'État islamique en Syrie et en Irak, un phénomène qui inquiète beaucoup les autorités françaises et occidentales. Un reportage de Léa Berdugo avec Maëlle Benoliel. Pas encore de reportage sur ces femmes djihadistes. Il va arriver dans quelques instants. On va peut-être... On l'a, donc on revient tout de suite. On en parle dans un instant. Reportage de Maëlle Benoliel et Léa Berdugo. Colonnes de fumée, obus, mortiers et avions, les combats font rage autour de la ville kurde de Ain al-Arab que les djihadistes tentent de prendre depuis 3 semaines. Une ville stratégique pour le groupe car il lui permettrait de contrôler un territoire continu depuis l'Irak jusqu'à la frontière turque. Les frappes de la coalition freinent l'avancée des membres du groupe islamiste. Au moins 35 djihadistes ont été tués samedi dans des bombardements. Mais malgré tout, les frappes aériennes semblent insuffisantes pour arrêter complètement la progression des djihadistes. L'État islamique a réussi à s'emparer de près de 70 villages dans le nord de la Syrie, malgré la résistance opposée par les combattants kurdes, les Peshmerga. Et ce n'est pas tout, ils ont annoncé la décapitation à venir d'un otage américain, Peter Kassig. Dans une vidéo, les parents de ce dernier implorent la compassion des ravisseurs. Nous savons que les Syriens souffrent. Nous croyons également que la violence n'est pas la solution aux problèmes qui nous inquiètent tous. Il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle. Nous avons demandé à notre gouvernement de modifier ses actions. Mais comme notre fils, nous n'avons pas de contrôle sur le gouvernement américain. Nous implorons ces ravisseurs de montrer de la miséricorde et d'utiliser leur pouvoir pour laisser partir notre fils. Mais de leur côté, les djihadistes de l'État islamique ont vu de nouveaux alliés se joindre à eux, les talibans pakistanais. Ces derniers ont affirmé samedi leur soutien à la création d'un califat transnational au Moyen-Orient. Si les liens entre les deux organisations ne sont pas avérés pour le moment, des témoins rapportent avoir vu des membres de l'État islamique distribuer des tracts à Peshawar, l'un des fiefs des talibans. Voilà pour ce reportage de Leslie Rezouk sur l'avancée des djihadistes à Kobané. Justement, les djihadistes qui ont reçu le soutien des talibans unis par le même combat qui envisagent d'envoyer, on l'a vu, des combattants à leur côté. Alors, Emmanuel Navon, on va parler de ce nouveau mode de combat puisque hier, une jeune femme kurde s'est faite exploser. Elle a mené un attentat suicide contre une position aux abords de Kobané. C'est la première fois que les Kurdes utilisent ce genre de méthode contre l'État islamique, qui lui en fait usage assez fréquemment. Hein. Oui, tout à fait. Il y a là une évolution assez inquiétante et cela montre à quel point ce conflit est un conflit sensible en termes de relations géopolitiques dans la région, puisque comme on sait, les Kurdes ont déjà une indépendance de facto au nord de l'Irak, chose qui inquiète beaucoup la Turquie. Donc là, il y a effectivement une évolution du conflit qui auront, semble-t-il, des conséquences sur l'intervention qui avait été annoncée par la Turquie en fin de semaine dernière contre l'État islamique. Alors justement, est-ce que la Turquie peut intervenir à Kobané dans cette lutte qui a lieu à Kobané entre Kurdes et combattants de l'État islamique ? Comme j'ai dit, il s'agit d'un sujet très sensible pour la Turquie. D'abord, la Turquie a pris beaucoup de temps à déclarer son implication dans ce conflit, ce qui avait beaucoup fâché, bien entendu, les États-Unis, puisque la Turquie est un membre de l'OTAN. Comme on sait, la Turquie également avait servi de ce qu'on appelait d'autoroute djihadiste entre les Européens, enfin les volontaires islamistes qui venaient vers la Turquie, pardon, vers l'Irak et la Syrie. Et puis, sur ce sujet, bien entendu, du dossier kurde, c'est une des raisons pour laquelle la Turquie avait autant hésité à s'impliquer, parce qu'elle craint qu'effectivement, une implication dans ce conflit réveille les aspirations indépendantistes kurdes et que cela ait des implications sur elle. Oui, et puis il faut souligner également que cette explosion suicide, cet attentat suicide de la part d'une jeune femme kurde, c'est également un point d'interrogation sur l'efficacité de cette coalition internationale, parce qu'aujourd'hui, les combattants qui, sur le terrain, se confrontent aux forces de l'État islamique, à Daesh, eh bien aujourd'hui, ce sont essentiellement les Peshmergas kurdes. Or, le problème, c'est qu'ils sont sous-armés par rapport aux forces de l'État islamique. Ils sont censés être renforcés
renforcés par la coalition internationale, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas. Il y a des frappes aériennes de l'autre côté. C'est effectivement ce qui a pour le moment freiné l'avancée de l'État islamique en direction de Kobané. Mais ce que montre cette situation aujourd'hui, c'est que la communauté internationale, si elle s'est engagée, fait les choses pour le moment à moitié et ne le fait pas encore suffisamment pour donner une victoire criante et éclatante aux forces kurdes qui sont sur le terrain aujourd'hui les seuls potentiellement capables de repousser les forces de Daesh. Alors pour l'instant, les forces de l'État islamique sont quand même à quelques kilomètres de Kobané et à 2 pas de reprendre le contrôle de cette ville. S'ils s'assurent justement toute cette partie territoriale à la frontière syrienne-turque, quelles conséquences ça va avoir sur le terrain ? D'abord, ça montrera à quel point, si tel est le cas, les attaques aériennes américaines ont un effet limité, puisque ces attaques américaines ont lieu depuis maintenant plusieurs jours, et on voit que pour l'instant, cela n'a pas empêché les forces de l'État islamique de continuer de s'étendre, et que si effectivement l'État islamique s'étend, il y aura une espèce d'état de fait avec une anarchie qui continue de sévir en Syrie et en Irak, un espèce d'état de fait, et on risque de se retrouver dans une espèce de guerre d'attrition aérienne, d'une certaine manière. Alors, quelle autre solution, à part ces frappes aériennes de la coalition internationale et des États-Unis en tête, de quelle autre solution disposent les forces occidentales pour lutter contre ces djihadistes de l'État islamique ? C'est là le grand dilemme de l'administration Obama, puisque l'alternative aux frappes aériennes dont pour l'instant l'efficacité est limitée, ce serait soit un réarmement et un entraînement beaucoup plus massif des forces irakiennes, mais ça aussi on a vu que cette efficacité était également très limitée, ou alors tout simplement une réimplication terrestre de l'armée américaine. Et ça, pour l'instant, Obama a dit qu'il n'en était pas question. Il est dans les 2 dernières années de son mandat. Il s'était fait élire il y a 6 ans en promettant de sortir les forces américaines d'Irak. Il ne va pas terminer son mandat en les réintroduisant. Même si plusieurs responsables militaires au sein de l'état-major américain n'ont pas non plus évalué qu'il était très possible que dans quelques mois ou quelques années, eh bien, cette position, on devrait la revoir, parce qu'il est très possible que ces frappes aériennes ne suffisent pas. C'est ce qu'on est en train de montrer en ce moment. Il va falloir un renforcement sur le terrain, il va falloir éventuellement des soldats turcs, il va falloir un renforcement des forces d'opposition syriennes qu'on dit modérées, qui ne sont en fait que des factions djihadistes qui sont pour le moment opposées à l'État islamique. Mais pour l'instant, c'est ce dont on dispose. L'armée turque a d'ailleurs proposé d'envoyer peut-être des soldats sur le terrain. Ce serait aussi une solution, envoyer des soldats de l'armée turque à Kobané ou dans des villes de Syrie et d'Irak pour repousser ces djihadistes. Alors là, si la Turquie le fait, ce sera essentiellement pour protéger sa propre frontière et les propres aspirations indépendantistes et irrédentistes des Kurdes. C'est là la principale motivation des Turcs, ce qui pose la question effectivement de l'efficacité d'une telle intervention si elle n'est pas soutenue également par les forces occidentales sur le terrain. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, quand on dit il n'en est pas question, c'est essentiellement politiquement. Je dis pour Obama qu'il n'en est pas question. Cela ne signifie pas que militairement cela ne soit pas possible et souhaitable, et l'état-major américain en parle. Mais je doute fortement que Obama le fasse avant la fin de son mandat. Et n'oubliez pas qu'il y a également des élections pour le Congrès dans 2-3 mois au mois de novembre. Et donc là-dessus, il va faire très attention, je pense. Et puis ce qu'il faut souligner également, c'est que ces combats ont lieu actuellement en Syrie, que c'est là le terrain le plus sensible de la lutte contre Daesh aujourd'hui, beaucoup plus que l'Irak, et que la problématique de la Syrie, c'est qu'on a un Bachar al-Assad qui est toujours en poste, une communauté internationale qui, tout en condamnant ses actions au cours d'une guerre civile meurtrière ces 3 dernières années, n'est pas prête aujourd'hui à le mettre au sol, à cause notamment de ses alliances avec la Russie ou encore avec l'Iran. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une communauté internationale qui ne peut pas vraiment intervenir sur le sol syrien, ou qui le fait de façon détournée, parce qu'on a de l'autre côté des menaces de Bachar al-Assad très claires, même s'il a tout intérêt à être protégé. Mais le rôle de la Turquie à ce titre-là peut être tout à fait déterminant, puisque sans parler d'une intervention terrestre, de voir des soldats turcs ou des soldats de la coalition fouler le sol syrien ou turc, ou irakien, pardon, il faut rappeler que la Turquie partage 1250 km de frontière avec la Syrie et l'Irak, et qu'on peut imaginer une solution intermédiaire, des tirs d'artillerie par exemple, qui peuvent atteindre les 40 km, donc sans franchir la frontière. À la frontière. Exactement. Voilà, la Turquie peut entamer des tirs d'artillerie contre des positions de Daesh, et ça pourrait renverser la tendance. Plus la situation avance et se dégrade, plus le rôle de la Turquie paraît déterminant aujourd'hui, et on sait bien qu'aujourd'hui qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est quel va être le mode d'action adopté par Erdogan. Mais cette dégradation même de la situation à sa propre frontière montre bien qu'il n'aura probablement pas d'autre choix que d'intervenir. Allez, on en parlait en début d'émission. On va finalement voir ce reportage sur ces femmes djihadistes qui partent s'enrôler aux côtés de l'État islamique en Irak et en Syrie. On va regarder ce reportage de Maëlle Benoliel et de Léa Berdugo.
Les femmes occidentales qui partent faire le djihad en Syrie, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète. Selon une étude britannique, près de 10% des djihadistes de l'État islamique originaires d'Occident sont des femmes et surtout des jeunes filles. Elles seraient plusieurs centaines. Qui sont-elles et surtout par quels moyens sont-elles recrutées? Selon Yoram Schweitzer, expert en terrorisme international, les réseaux sociaux jouent un rôle central. Je pense que les réseaux sociaux ont un rôle crucial dans le sens où ils influencent les jeunes femmes qui réfléchissent à partir au djihad. Elles discutent par ce biais avec des personnes qui prennent en compte leurs demandes et qui mettent en place tous les détails afin de faciliter leur voyage. Ces filles ont entre 16 et 24 ans. Elles partent souvent sans l'accord de leurs parents, mais elles ne peuvent partir que dans le cadre d'un mariage. La plupart des jeunes femmes partent sur la promesse d'une union avec un djihadiste sur le sol syrien. Si certaines sont converties à l'islam, d'autres sont musulmanes d'origine et estiment ne plus pouvoir pratiquer leur religion en toute liberté en Occident. Pour elles, c'est une façon concrète de pratiquer l'islam. On leur dit, si vous êtes une bonne musulmane, vous devez prendre part au djihad en Syrie afin de libérer le pays des oppresseurs. C'est de cette façon qu'elles sont introduites au vrai islam. Toutes partent avec beaucoup d'espoir, mais sur le terrain, même si les filles sont formées au combat, elles se retrouvent cantonnées à un second rôle auprès de leur mari djihadiste. Ces jeunes filles ont probablement le fantasme de participer au djihad. Quelquefois, elles ont l'idée d'assister les djihadistes, notamment en prenant soin des blessés. Mais une fois arrivées là-bas, elles sont probablement déçues. Si l'on se réfère aux chiffres, le phénomène serait mineur, mais il n'en reste pas moins inquiétant, surtout pour les familles victimes de cette tendance. Ces jeunes femmes sont pour la plupart en quête identitaire. Certaines ont souvent une idée romantique du mariage djihadiste. Pour les experts, toutes sont jeunes et naïves et ne comprennent pas bien les conséquences de cet engagement. Alors on l'a vu dans le reportage, mais la première question qu'on peut se poser quand même, c'est comment des jeunes filles occidentales de 14, 15, 16, 17 ans sont séduites, réussissent à être séduites par ces campagnes sur Internet de l'État islamique et partent en Syrie et en Irak. D'ailleurs, comment elles peuvent partir? Comment elles arrivent là-bas? Comme l'a mentionné votre reportage, il y a, je crois, là aussi un attrait de l'aventurisme, n'est-ce pas, d'aller jouer les Indiana Jones au Proche-Orient, les Lawrence d'Arabie. Mais effectivement, je pense qu'une fois qu'elles se retrouvent là-bas, elles s'aperçoivent qu'elles se retrouvent dans une culture complètement misogyne qui traite les femmes comme du bétail, qui sont là uniquement pour aider les hommes à faire le djihad. Donc je crois qu'il y a là vraiment une part d'ignorance énorme et je pense aussi il y a de la naïveté également, et le rôle également, je pense, des réseaux sociaux qui permettent d'avoir un accès direct, une communication directe avec les djihadistes au Proche-Orient. Ça veut bien dire que justement ils maîtrisent complètement cet outil occidental Absolument. Des réseaux sociaux et de la communication. C'est toute la contradiction, c'est tout le paradoxe effectivement de cet islam radical qui lutte contre l'Occident mais qui utilise la technologie occidentale pour lutter contre l'Occident. On l'avait vu également avec les attentats du 11 septembre, c'est-à-dire une lutte idéologique contre l'Occident, mais qui utilise les outils de l'Occident pour lutter contre l'Occident. Et c'est la même chose avec les institutions démocratiques. C'est-à-dire que les musulmans radicaux en Europe utilisent les élections également pour essayer de conquérir le pouvoir de façon graduelle. Ils rejettent la démocratie, mais sont prêts à utiliser l'outil démocratique pour faire avancer leur agenda. Pas tous, mais oui, une certaine partie. Et ce qui est très inquiétant également, c'est le niveau des infrastructures djihadistes qui existent aujourd'hui sur le sol européen. Parce que ces jeunes filles, au-delà d'être séduites par des vidéos sur Internet, eh bien, il y a sur le sol français, sur le sol belge, sur le sol britannique, des hommes qui sont là aujourd'hui pour les convaincre que ce serait la bonne décision et également pour leur permettre de partir, pour payer le billet d'avion, pour leur décrire le trajet qui sera le leur jusqu'à ce qu'ils arrivent en Turquie de façon générale et puis ensuite en Syrie ou bien alors directement en Irak. Et c'est cette infrastructure, plus encore que cette séduction opérée contre ces jeunes filles, qui est extrêmement inquiétante sur le sol européen. Alors justement, de quels moyens disposent aujourd'hui les autorités françaises ou britanniques ou occidentales pour lutter contre ce phénomène? Alors d'abord, le réveil a été extrêmement tardif et aujourd'hui, au sein de ces grandes démocraties qui sont sur le vieux continent, que sont la France ou encore la Belgique ou la Grande-Bretagne, eh bien, on dispose essentiellement de moyens juridiques pour condamner, punir
punir éventuellement également ce genre de méfaits, effectivement. Et puis bien sûr, il y a les services secrets français, belges, britanniques, européens de façon générale qui sont là pour essayer de détecter à partir de quand est-ce que la disparition d'une jeune fille ou alors un regroupement est inquiétant sur le sol français et est susceptible de réveiller une inquiétude quant à une organisation, une infrastructure djihadiste qui est là pour enrôler et ensuite assurer le transfert de ces nouvelles forces djihadistes en Irak et en Syrie, dont on craint, il faut le souligner, essentiellement le retour sur le sol européen. Alors, hier, un rapport de l'ONU révélait d'ailleurs que 2500 femmes enrôlées aux côtés des djihadistes, mais là on parle de femmes kurdes, chrétiennes et yazidis, avaient été violées, avaient même été vendues sur un marché des esclaves. Finalement, c'est ça qui attend ces jeunes filles occidentales en Syrie, en Irak? Probablement. Je pense qu'encore une fois, elles ne comprennent pas ce qui les attend là-bas, à quel point l'idéologie de l'État islamique est une idéologie démente et qui se servira d'elle tant que cela sert leur cause, mais qui bien entendu n'auront aucun problème demain à les vendre sous tel ou tel prétexte, qu'elles viennent d'Occident et qu'elles ne sont pas des vraies musulmanes. Est-ce que je sais, c'est le genre d'argument effectivement qu'utilise l'État islamique. Ces viols, ces ventes de femmes dans un marché public, encore une fois, cela montre à quel point c'est pré-moyenâgeux, je veux dire, comme comportement, comme idéologie, et que je pense que ces femmes ne comprennent pas à quel point elles se fourvoient et qu'elles vont, au nom d'une idéologie, elles vont être récupérées effectivement pour faire avancer la cause de l'État islamique, mais ces gens-là n'auront aucun problème de les utiliser pour d'autres buts. On voit d'ailleurs de plus en plus de femmes, même de Kurdes, de femmes kurdes, puisqu'on a vu hier cette femme se faire exploser, donc de femmes qui prennent les armes et qui se battent. Dans le cas des femmes kurdes, c'est en Syrie et c'est contre l'État islamique, et puis dans le cas en Irak, ce sont ces femmes qui combattent aux côtés de l'État islamique. Effectivement, alors en Syrie et en Irak, il y a aujourd'hui des femmes kurdes qui se battent aux côtés des soldats kurdes, et ça c'est essentiellement à cause d'un problème de sous-effectif et de sous-armement, parce qu'aujourd'hui ils se battent tant pour la petite autonomie qu'ils ont si douloureusement gagné, ce petit Kurdistan irakien, que aussi parce qu'ils savent que la menace qui pèse sur eux aujourd'hui par l'État islamique est aujourd'hui existentielle. Et puis ces femmes kurdes, elles savent aussi ce qui les attend. Cette minorité kurde, cette minorité yazidi, le monde ferme de façon globale les yeux, à part ces récents rapports de l'ONU, mais ils sont aujourd'hui de façon systématique persécutés, voire éliminés et éradiqués par l'État islamique, qui à l'approche de chaque village fait un tri, récupère les femmes et les enfants en âge, puis ensuite les récupère dans ses camps. Il en fait des prisonniers de guerre, des esclaves sexuels. Tous les hommes sont éliminés. C'est une véritable épuration qui a lieu en ce moment en Syrie et en Irak, sur laquelle le monde occidental ferme les yeux, et l'ONU peine péniblement à montrer du doigt aujourd'hui ces derniers cas, en indiquant, dès qu'il y a aujourd'hui des milliers de témoignages qui lui parviennent, qu'il ne s'agit pas simplement de quelques des témoignages qui lui parviennent de locaux, d'Irakiens locaux. L'armée irakienne n'a plus aucun pouvoir contre ce phénomène, elle n'agit plus, elle n'a plus aucun moyen de contrer déjà ce marché des femmes et puis la violence de l'État islamique. Il faut bien comprendre que l'armée irakienne est incompétente, que l'Irak aujourd'hui est un pays qui ne fonctionne pas. De facto, c'est un pays divisé entre les Kurdes au nord, les chiites et les sunnites. Il y a eu effectivement une tentative du nouveau gouvernement irakien d'être plus inclusif avec les Kurdes et les sunnites, mais il s'agit essentiellement d'un gouvernement chiite sous la férule de l'Iran, et les forces militaires sont sectaires, c'est-à-dire que les chiites défendent les chiites, les sunnites défendent les sunnites, et qu'il n'y a pas de véritable armée irakienne. Il n'y a même pas véritablement d'État irakien. On a vu comment la soi-disant armée irakienne entraînée et également formée par les États-Unis a reculé, s'est presque effondrée face à l'offensive de l'État islamique. Donc on ne peut pas compter sur cette armée qui est l'armée d'un pays quasiment virtuel, dans lequel les officiers, les soldats, leur allégeance est essentiellement ethnique et religieuse selon leur division, qu'ils soient sunnites, chiites ou kurdes. Alors justement, les tribus sunnites qui ont à un moment aidé les djihadistes de l'État islamique, aujourd'hui sont toujours à leur côté. Ils se font aider par des tribus locales et qui leur permettent de continuer leur avancée en Irak. Je pense que les forces de l'État islamique n'auraient pas réussi à avancer telles qu'elles ont avancé sans une certaine complicité. On ne peut pas imaginer un tel recul des forces militaires irakiennes sans une certaine complicité, en tout cas d'une partie de ces forces militaires. Il faut rappeler également le rôle de l'Iran dans cette histoire. Alors c'est vrai que l'État islamique officiellement est sunnite,
et que par conséquent, en théorie en tout cas, l'Iran s'oppose à l'État islamique. Mais on ne peut pas ignorer... D'ailleurs, l'Iran a pris position contre l'État islamique et fait maintenant en partie plus ou moins la l'Iran coalition. a eu un rôle très ambigu sur l'anarchie qui règne en Irak, parce que l'Iran était intéressé dans un Irak faible et divisé pour mieux contrôler le gouvernement chiite. Là, il faudra aussi pointer du doigt le rôle des États-Unis qui, après le renversement de Saddam Hussein, n'ont pas réussi à aider l'Irak à reconstruire un gouvernement, que c'est un pays qui est rongé par la corruption et les guerres sunnites, chiites, fratricides, qu'il y a effectivement une armée extrêmement corrompue, des anciens fidèles de Saddam Hussein qui sont allés renforcer au bon moment les forces de l'EI, et puis également ces monarchies sunnites qui aujourd'hui font partie de cette coalition internationale, mais dont on connaît le rôle pour le financement de cette organisation de l'État islamique pendant plusieurs années. Et justement, aujourd'hui, y a-t-il encore des pays du Golfe qui soutiennent l'État islamique, peut-être en secret ? Ouvertement non, et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui le renforcement de fait de l'État islamique, la menace qu'il représente pour des pays entiers tels que la Syrie, le Qatar a été impliqué pour le financement de l'État islamique, effectivement. Début, ouais. Mais aujourd'hui, l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, Daesh comme on l'appelle également, représente une telle menace pour des pays tels que la Syrie, l'Irak ou encore la Turquie, que les monarchies sunnites sont elles-mêmes menacées, parce que ce fondamentalisme islamique, il est également beaucoup plus radical que les monarchies sunnites. Et de fait, aujourd'hui, elles sont la prochaine étape. L'ambition de l'État islamique, c'est Jérusalem, mais c'est également la Mecque. Aussi, qu'ils aient financé ou pas dans un premier temps l'État islamique pour des intérêts régionaux dans cette lutte fratricide sunnite-chiite, il est certain que l'intérêt de tout le monde aujourd'hui, monarchie sunnite, Iran, Syrie, Turquie et Irak, c'est de lutter contre cette organisation. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, jusqu'au moment où l'État islamique servait les intérêts de ces monarchies du Golfe, il les finançait, il les aidait à s'enrichir et à se renforcer. Tant que c'était un agent de déstabilisation, aujourd'hui il est beaucoup plus que cela. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario dans l'avenir où justement ces monarchies, une fois de plus, se retournent et finissent par aider l'État islamique, le Qatar par exemple ? Difficilement. On a une claire direction diplomatique aujourd'hui du Qatar qui montre une ouverture en direction de l'Occident. Alors il y a effectivement un soutien de fait de plusieurs organisations terroristes qui ne se cachent pas, qu'il s'agisse notamment du Hamas, mais le Qatar devrait ouvertement du moins faire partie de cette coalition internationale et lui apporter son soutien clair. Aujourd'hui, Al-Qaïda n'a plus vraiment de place dans le monde terroriste, dans le monde des terroristes mondiaux. Vous savez, les États-Unis ont quand même réussi depuis 2001 à mettre Al-Qaïda sur la défensive. Après plus de 12 ans ou 13 ans de lutte incessante contre Al-Qaïda, c'est sûr qu'Al-Qaïda est sur la défensive depuis, bien entendu, également l'élimination de Osama Ben Laden. Cela ne signifie pas que Al-Qaïda ait abandonné la bataille, et d'ailleurs les rivalités... C'est encore une menace pour les États-Unis? C'est encore une menace, disons que je ne pense pas que Al-Qaïda aujourd'hui soit une menace pour la sécurité interne américaine comme elle le fut il y a 14 ans ou 13 ans. Mais Al-Qaïda n'a pas abandonné la bataille. Al-Qaïda d'ailleurs est concurrente aujourd'hui de l'État islamique. Les visées sont les mêmes. Établir un califat dominateur, s'étendre dans le monde, il n'y a là aucune différence en termes de programme. Il y a effectivement des rivalités de pouvoir entre l'État islamique et Al-Qaïda. Je pense que ce serait une erreur de mettre Al-Qaïda de côté en disant que parce que l'État islamique contrôle le nord de l'Irak et une partie de la Syrie qu'on peut oublier Al-Qaïda. Le combat contre ces forces radicales reste un combat qui n'est pas terminé. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci Myriam Danans, Thierry Lamar d'avoir été avec nous. Restez avec nous, un court journal et on revient dans quelques minutes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Morning. On parle tout de suite de la Suède qui a hier quelque peu atténué les propos de son Premier ministre qui annonçait ce week-end vouloir reconnaître rapidement la Palestine en tant qu'État. Colère côté israélien et convocation de l'ambassadeur de Suède aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Regardez. Sur les 193 États membres des Nations Unies, 134 ont déjà reconnu l'État palestinien. Mais la Suède marque une étape importante en devenant le premier pays de l'Union européenne à rallier cette tendance. Nous pensons que c'est une étape importante vers une solution de deux États. Nous espérons que cela inspirera et ranimera les négociations. Bien entendu, nous nous attendons à la fois à des applaudissements et à des critiques, mais nous ouvrirons le dialogue et la discussion avec nos partenaires et avec d'autres pays des deux camps. Une annonce plutôt mal accueillie par les États-Unis et Israël.
Nous estimons qu'une reconnaissance internationale d'un État palestinien est prématurée. Nous soutenons évidemment une indépendance palestinienne, mais uniquement à l'issue de négociations. La réaction du ministère israélien des Affaires étrangères ne s'est pas fait attendre. Il a en effet publié un communiqué sans équivoque déclarant que l'ambassadeur suédois en Israël serait convoqué sans délai par le chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman. C'est très étrange que le Premier ministre suédois ait parlé de la Palestine et oublié complètement d'autres questions essentielles au Moyen-Orient, comme la guerre civile en Syrie. Un début de crise diplomatique qui a donc poussé l'ambassade de Suède en Israël à publier une mise au point selon laquelle le conflit entre Israël et la Palestine ne peut être résolu que par la solution de 2 États, selon le Premier ministre suédois, négociée conformément aux principes du droit international. La solution des 2 États exige une reconnaissance mutuelle et une volonté de coexister pacifiquement. En conséquence, la Suède reconnaîtra l'État de Palestine. Mais pour l'heure, cette tentative de calmer le jeu n'aura pas réussi à annuler ce tête-à-tête au ministère des Affaires étrangères, qui promet d'être houleux. Voilà, on va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Mathias Inbar qui se trouve devant l'ambassade de Suède à Tel Aviv. Mathias, bonjour. Une rencontre doit avoir lieu entre Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères, et l'ambassadeur de Suède. Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre en Israël ? Eh bien, tout simplement, Éléonore, on attend côté israélien des clarifications et surtout une clarification lexicale de la part de l'ambassadeur de Suède, parce qu'il y a eu 2 versions. Tout d'abord, celle du Premier ministre suédois qui a dit vouloir absolument reconnaître de manière presque unilatérale l'État de Palestine, et puis des propos quelque peu ménagés ensuite par l'ambassadeur de Suède en Israël, qui a dit que les propos avaient été déformés ou plutôt mal compris par Israël et que la Suède ne souhaitait pas mettre en danger les intérêts sécuritaires de l'État d'Israël, et que si ceci était mis en danger, les intérêts sécuritaires, il n'y aurait pas de déclaration unilatérale. Bref, au ministère des Affaires étrangères, de manière presque anonyme, en tout cas des hauts responsables m'ont confié hier que finalement la Suède disait tout haut ce que d'autres pays européens pensaient tout bas, et donc des propos qui ne sont pas acceptés en tout cas par Jérusalem et par les leaders politiques israéliens, qui demandent des clarifications tout simplement auprès de la Suède, de savoir quelle va être la politique et la diplomatie suédoise. Côté palestinien, on se réjouit de cette décision ? Oui, on ne peut que se réjouir de cette décision, du fait que finalement la Suède, encore une fois, du côté de Jérusalem, on le sait, la Suède est un pays, n'est pas un petit pays en termes de diplomatie européenne, et elle peut peser de son poids dans la mesure où elle a peut-être ouvert la porte à d'autres déclarations. On sait que l'Espagne et le Portugal sont des pays plutôt virulents à l'égard de la politique menée par Benjamin Netanyahou, et à Jérusalem, finalement, on a peur que cela donne l'occasion aux Palestiniens de renforcer leur position, et c'est la raison pour laquelle effectivement du côté de Ramallah on se réjouit de ces déclarations suédoises. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces explications. Dror Evensapir nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Dror. Bonjour. Alors on a vu cette crise diplomatique, si on peut parler de crise diplomatique, entre la Suède et Israël. Est-ce que c'est une véritable crise ou un feu de paille qui finalement va se calmer dans les heures qui viennent ? Pas vraiment une véritable crise, parce que effectivement l'ambassadeur suédois en Israël est convoqué au ministère des Affaires étrangères, mais il n'est pas convoqué dans le bureau du ministre lui-même, Avigdor Lieberman, mais dans celui du chef du département européen de l'Europe occidentale au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Par conséquent, c'est le signe, et vous savez qu'en diplomatie, les signes ont une importance tout à fait cruciale. C'est le signe que, du côté israélien en tout cas, on temporise un petit peu et on ne considère pas que la volonté suédoise de reconnaître l'État palestinien peut amener à une véritable crise dans les relations diplomatiques entre Israël et la Suède. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs pays de l'Union européenne qui avaient déjà pris cette position. Pourquoi finalement la Suède constitue un tel tournant ? Pourquoi Israël est tellement irrité par cette position de la part de la Suède ? Je pense que la raison principale est que la Suède n'a pas une politique claire, une politique consistante. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a moins de 2 ans, en décembre 2012, le gouvernement suédois s'était opposé à l'appel de certains parlementaires suédois de reconnaître l'indépendance du Sahara occidental qui est occupé par le Maroc depuis 1976.
Quel était l'argument du gouvernement à l'époque? Eh bien que le Front Polisario ne contrôle que 20% à peu près du Sahara occidental, le reste étant contrôlé par le Maroc avec un mur construit par le Maroc autour du territoire contrôlé par le Maroc, et que par conséquent le Front Polisario ne répond pas aux critères du droit international pour être reconnu comme un État, ce qui est vrai également de l'OLP, du Hamas, qui se partagent le territoire entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Par conséquent, la Suède ici a une politique de 2 poids, 2 mesures. Soit la Suède considère que ce qui est vrai pour le Front Polisario est vrai pour l'OLP ou pas. Lorsque la Suède déclarait à l'époque, en 2012, qu'elle ne pouvait pas reconnaître le Sahara occidental parce que le Front Polisario ne répond pas aux critères étatiques du droit international, soit la Suède maintenant s'oppose à ses propres décisions précédentes, soit elle s'oppose au droit international. C'est au gouvernement suédois de l'expliquer. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel Navon, il y a eu un changement de gouvernement tout simplement en Suède. Ce n'est plus la même équipe au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les sociaux-démocrates qui sont traditionnellement un petit peu plus proches des thèses palestiniennes, de la cause palestinienne. Donc par conséquent, il y a une certaine logique. Je ne sais pas si la Suède se contredit. En tout cas, le gouvernement actuel, oui, il n'est pas sur les mêmes positions diplomatiques. Mais le nouveau gouvernement n'a pas changé sa position sur le Sahara occidental par rapport au précédent gouvernement. Alors, quelles pourraient être les conséquences justement de cette décision des autorités suédoises concrètement? Alors déjà, il faudrait peut-être faire une mise au point sur cette mise au point des autorités suédoises. Ça a été présenté en Israël hier comme étant un véritable volte-face de la Suède. Mais en fait, pas vraiment. Les Suédois ont tout simplement clarifié et ont affirmé qu'ils ne reconnaîtraient pas demain matin l'État palestinien, mais que cette reconnaissance viendra. Et avec, si je peux me permettre, une position un petit peu curieuse de la part de la chef de la diplomatie suédoise. Elle s'est entretenue au téléphone avec Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition travailliste en Israël. Le Premier ministre suédois aussi s'est entretenu au téléphone avec Herzog, qu'il connaît bien. Et la chef de la diplomatie suédoise a déclaré que la Suède donc, soutenait les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens et que ces négociations devaient se dérouler entre 2 États. Alors c'est un petit peu curieux dans la mesure où, justement, si des négociations de paix doivent avoir lieu, eh bien, elles porteront sur les modalités éventuelles de la création d'un État palestinien. Donc, mettre la charrue avant les bœufs en considérant que les négociations doivent se dérouler entre 2 États souverains, c'est un petit peu curieux tout de même d'un point de vue diplomatique. C'est un peu étrange. Donc, on a presque l'impression qu'en Israël, on considère avec finalement assez peu de sérieux cette volte-face ou cette mise au point des autorités suédoises, même si la Suède, effectivement, si elle reconnaît l'État palestinien, elle le fera très probablement dans relativement peu de temps. Elle sera le premier pays européen occidental de poids à le faire. Chypre, Malte l'ont déjà fait, mais Chypre et Malte, ce sont un peu des nains diplomatiques. La Pologne et d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est l'ont fait, mais l'ont fait lorsqu'ils étaient sous la tutelle de l'ex-Union soviétique. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer que la Suède soit le premier pays qui influence les autres et que si plusieurs pays européens pays occidentaux au sein de l'Union européenne prennent cette position, eh bien ça influencera en direction d'un État palestinien? Il faut bien comprendre qu'en droit international, lorsque l'on reconnaît un pays, dont l'indépendance n'est pas reconnue par tout le monde, il faut que ce soit à la suite d'une déclaration d'indépendance. Or, je vous rappelle que l'autorité palestinienne n'a jamais formellement déclaré une indépendance. À cela, j'ajoute que lorsque Mahmoud Abbas avait fait son discours aux Nations Unies en septembre 2011, il avait déclaré que finalement la déclaration d'indépendance palestinienne avait déjà eu lieu. Il avait cité la déclaration de Arafat à Alger en 1988. La dite déclaration d'indépendance ne mentionnait aucune frontière. C'est-à-dire que Arafat, à l'époque, n'avait pas mentionné les lignes d'armistice des accords de Rhodes de 1949 comme les frontières de l'État palestinien. Et donc personne ne sait dans quelle frontière l'État palestinien aurait été déclaré. S'agit-il de toute la Palestine mandataire britannique? S'agit-il du plan de partage de l'ONU de 1947? S'agit-il des frontières d'armistice, des lignes d'armistice de 1949? Personne ne le sait puisque l'autorité palestinienne ne l'a jamais précisé. Premier point. Deuxième point, les pays européens, en tout cas la Suède, n'exigent pas de l'autorité palestinienne de clarifier quelles seraient les frontières de l'État palestinien et surtout
de renoncer au soi-disant droit du retour qui a fait échouer depuis 20 ans toutes les négociations avec Israël. Parce que lorsque la Suède déclare cette reconnaissance, elle oublie de dire que depuis 20 ans, il y a des négociations qui ont lieu entre Israël et l'autorité palestinienne qui à chaque fois ont échoué à cause de l'exigence de l'OLP sur ce soi-disant droit au retour qui transformerait Israël en un État binational avec une majorité arabe. Et la Suède n'exige pas en contrepartie d'une telle reconnaissance non seulement de savoir de quelles frontières on parle, mais surtout qu'il y ait une renonciation de l'OLP à transformer Israël en État binational à cause de ce soi-disant droit au retour. Alors, on est d'accord sur le plan du droit international, ça n'a peut-être pas beaucoup de poids, mais c'est quand même une claque diplomatique pour Israël et la preuve qu'Israël s'éloigne encore un peu plus, s'isole même encore un peu plus du reste des pays européens. Non, je ne pense pas que c'est ni une claque ni un isolement. C'est tout simplement, je pense qu'il y a quelque chose de très amateur de toutes les manières dans la diplomatie suédoise. J'ai rappelé tout à l'heure la contradiction de la diplomatie suédoise sur le front Polisario. C'est pourtant un domaine qui est quand même très, très reconnu en Suède. La diplomatie suédoise a quand même du poids, en tout cas sur la scène internationale. Vous savez, la diplomatie suédoise, à part quelques influences ici et là dans le monde, ce n'est pas un grand pays. Enfin, je veux dire, la Suède n'est pas un pays qui pèse énormément. Mais je veux dire, il y a vraiment un côté très amateur dans la façon dont les Suédois mènent leur politique étrangère. J'ai rappelé la contradiction avec le Front Polisario. J'ai rappelé effectivement que la Suède n'a pas du tout déclaré de quelles frontières elle parlait, du droit au retour, etc. Et je pense que c'est l'occasion pour Israël justement de mettre les pays européens devant leur responsabilité de dire: dites, vous, pays européens, de quelles frontières vous parlez, parce que l'OLP, elle, dit que c'est 1988. La déclaration de 88 ne parle pas de frontières. Et mettez l'OLP devant ses responsabilités de dire que l'indépendance d'un État palestinien vient en contrepartie de renonciation au droit du retour. Je crois que c'est l'occasion pour Israël de mettre les pays européens devant leurs responsabilités. S'ils veulent contribuer à la résolution de ce conflit, alors à eux de faire pression. Vous parliez du rôle de la Suède. La Suède continue de financer l'UNRWA qui est la principale cause de la perpétuation du problème des réfugiés, au lieu de résoudre le problème des réfugiés. Il faut quand même pression sur Israël. On a vu déjà la campagne de boycott, à présent la Suède qui dit vouloir reconnaître l'État de Palestine. Il y a quand même une pression globale à l'encontre d'Israël de la part des pays européens. Oui, pour l'instant, elle porte pas ses fruits. Et puis, encore une fois, la Suède est assez isolée, pour l'instant en tout cas, dans l'Union européenne sur ce dossier-là, parce que les partenaires européens de la Suède considèrent très probablement que reconnaître actuellement l'État palestinien, ce serait encourager les Palestiniens dans l'unilatéralisme pour lequel ils ont, semble-t-il, opté. Et ça a été très clair, évidemment, la semaine dernière, lorsque Mahmoud Abbas a prononcé son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On a très nettement l'impression que pour Mahmoud Abbas et le leadership palestinien, il s'agit de tourner le dos à une possibilité d'un retour à la table des négociations et d'opter donc pour des démarches unilatérales auprès des instances internationales. Si unilatéralement, encore une fois, plusieurs pays européens reconnaissent l'État de Palestine, eh bien c'est encourager cette voie-là. Or, les Européens, dans leur très très grande majorité, même les Suédois qui le disent, mais ils se contredisent un peu en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas d'un côté reconnaître l'État de Palestine dans les conditions actuelles, et de l'autre faire la promotion d'un retour aux négociations pour parler israélo-palestinien. Les deux choses se contredisent, parce que justement l'enjeu de ces pourparlers, c'est ce fameux État palestinien. Sur quelles frontières, comme l'a dit Emmanuel Navon, dans quelles conditions, avec quels arrangements de sécurité du point de vue israélien. Par conséquent, encore une fois, les autres partenaires européens qui ont peut-être une diplomatie plus prudente, plus raisonnée, plus aguerris, eh bien, considèrent que le moment n'est pas venu pour reconnaître d'une manière unilatérale un État palestinien, surtout si l'objectif est un retour aux négociations, un objectif qui paraît bien improbable, mais qui reste toujours dans l'esprit des chancelleries européennes. Alors justement, est-ce que tout cela n'est pas une critique de la politique de statu quo de Benjamin Netanyahou aujourd'hui ? Le statu quo, ce n'est pas Benjamin Netanyahou qui l'a créé. Je veux dire, on a l'impression, quand on parle et quand on écoute les Suédois... Il l'a gardé, il l'a préservé. Ce n'est pas, encore une fois, on ne peut pas faire fi du passé et des faits. Les faits sont quoi ? Les faits sont qu'en 2002, Israël a accepté la création d'un État palestinien sur la quasi-totalité des territoires. Arafat a dit non, a ouvert une guerre de terrorisme. Même chose en 2008, cette fois-ci, c'est Mahmoud Abbas qui a refusé. Donc on a l'impression, quand on parle, qu'Israël n'a jamais négocié, que Israël n'a jamais fait de proposition de paix et que les Palestiniens ne l'ont jamais rejeté. Mais c'est ça les faits. Israël, c'est les Palestiniens qui ont refusé les propositions de paix et Mahmoud Abbas lui-même en 2008.
Olmert, en 2008, lui a proposé 99,5% des territoires. Il a dit non à cause du droit au retour. On ne peut pas oublier les faits. C'est ça, les faits. Merci Emmanuel Navon, merci à vous Dror et Ben Sapir d'avoir été avec nous. À suivre, on parlera de la victoire au premier tour de Dilma Rousseff à l'élection présidentielle brésilienne. Restez avec nous, une courte pause et on revient dans un instant. Sur le plateau du Morning, on accueille Betsabé Salem ce matin. Bonjour Betsabé. Bonjour Ilona. On va tout de suite parler de la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui vient de remporter le premier tour de l'élection présidentielle. Elle a assuré que la lutte continuait et qu'elle serait victorieuse au second tour qui aura lieu, je vous le rappelle, le 26 octobre. Joseph Emmanuel. Un bilan mitigé, mais qui ne devrait pas empêcher la présidente brésilienne de remporter pour la seconde fois la fonction suprême. Avec près de 42% des voix, Dilma Rousseff remporte le premier tour du scrutin, confirmant la tendance affirmée par les sondages de ces derniers jours. Héritière politique du président Lula, Dilma Rousseff récupérait en janvier 2011 un pays en état de grâce, une croissance prometteuse, des programmes sociaux ayant sorti une partie de la population de l'extrême pauvreté et l'organisation de la Coupe du Monde de football. Mais à l'arrivée, l'économie est à l'arrêt et l'événement sportif a été un fiasco doublé d'un naufrage financier. Une politique que certains jugent comme trop interventionniste qui a fait bondir le salaire minimum de 60% et fuir les investisseurs. En janvier 2013, près d'1,5 million de Brésiliens descendaient dans la rue en réaction à la flambée des prix, une situation économique qui fait aujourd'hui douter les électeurs. 66% d'entre eux ne se reconnaissent dans aucun parti. Des Brésiliens désabusés, paradoxalement la grande chance de Dilma Rousseff. La présidente sortante affrontera au second tour Aécio Neves, qui se ferait une place dans un scrutin serré. Je crois en l'impossibilité d'un changement. Mon premier constat, c'est que ce sentiment de changement est présent dans tout le Brésil et qu'il a été victorieux au premier tour. Une première victoire qui était loin d'être acquise face à la désormais très populaire Marina Silva, longtemps donnée favorite par les sondages. Propulsée dans la campagne après la mort en août de son allié et candidat Eduardo Campos, celle qui se voyait déjà comme la première présidente noire du Brésil n'a toujours pas donné de consigne de vote et se place dans une posture qui n'est pas sans rappeler celle de Ségolène Royal dans sa défaite face à Nicolas Sarkozy. Au moment où je vous parle, je ne me considère pas comme une perdante, mais plutôt comme quelqu'un qui continuera à rester debout, parce que je ne me suis pas assise sur mes principes pour gagner cette élection. Des consignes de vote vitales pour Aécio Neves, afin de faire face au parti de Dilma Rousseff, véritable machine électorale qui, malgré des scandales de corruption à répétition, reste équipée pour ratisser large et convaincre la grande majorité des électeurs, toujours indécis. Voilà, on va tout de suite en parler avec Gaspard Estrada, analyste politique et spécialiste du Brésil. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors finalement, malgré les protestations, les appels au changement, la corruption, les Brésiliens ont choisi une fois de plus de rester avec Dilma Rousseff, du moins à ce premier tour. Qu'est-ce que ça veut dire sur le Brésil? Quelles conclusions on peut en tirer? Bon, il me semble que l'élément quand même important, et que les Brésiliens ont, pour ce premier tour, exprimé une volonté de poursuivre, de maintenir ce changement qui, aujourd'hui, dans l'économie du quotidien, marche bien. C'est-à-dire que l'inflation, certes, est plus élevée qu'en 2010, à la fin du gouvernement Lula, mais le taux de chômage reste quand même historiquement bas, 5%. Le pouvoir d'achat des familles, notamment de cette nouvelle classe émergente, de ce nouveau prolétariat qui a émergé sous Lula, 36 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Et donc il existe chez ces électeurs un grand vote de reconnaissance vis-à-vis des politiques publiques qui ont été mises en place par le Parti des travailleurs, des mandats de Lula et de Dilma où les inégalités se sont réduites, mais où justement il y a eu cette décrue économique, cette stagnation dans la croissance. Et donc c'est de ce point de vue-là que le candidat de l'opposition du PSDB a réussi à cristalliser dans la dernière ligne droite de la campagne cet électorat qui justement aspire à avoir un changement. Pour le moment, nous avons vu que
cet électorat-là est essentiellement situé dans l'État de Sao Paulo, donc la capitale économique du Brésil, et a encore du mal à relayer ce message dans le reste du pays, d'où le score de Dilma Rousseff, qui arrive donc en tête. Alors, Gaspard Estrada, quand même, la lutte contre la corruption reste une priorité, je pense, pour les Brésiliens. Dilma Rousseff est au cœur, toujours aujourd'hui, de plusieurs scandales. Pourtant, elle a été réélue finalement. À quoi doit-elle cette résistance politique ? Bon, il me semble que, en ce qui concerne la corruption malheureusement est un mal assez généralisé au Brésil. Les gouvernements, tant du PSDB que du Parti des travailleurs, sont aujourd'hui englués dans des scandales de corruption. Il s'agit, il me semble, plus d'une question liée à la classe politique brésilienne. D'ailleurs, par ailleurs, Dilma Rousseff n'a jamais été citée nominalement, textuellement, directement dans un scandale de corruption. On peut pourtant on peut mettre en avant le fait qu'elle a soupçonné d'avoir pris connaissance de certains systèmes de pots de vin, par exemple. Si on peut parler de la dernière affaire. Voilà. Merci beaucoup, Gaspard Estrada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure de l'actualité en 5 clics avec vous, Betsabé Salem. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé ce matin ? Alors, on commence avec cette question qui a été posée par le site de CNN. Les étudiants mexicains qui ont disparu, se trouvent-ils dans la fosse commune qui a été découverte au Mexique, près de la ville d'Iguala? C'est pas loin de Mexico City. Alors les enquêteurs y ont découvert les dépouilles d'au moins 28 personnes, des corps qui auraient été d'abord recouverts d'essence avant d'être brûlés. Alors ça pourrait prendre entre 2 semaines et 2 mois pour identifier les corps. En attendant, le gouvernement sur place, qui a été très critiqué après la disparition des étudiants, a publié un communiqué hier pour prouver ses efforts, très critiqués, d'autant que, comme le rappelle le Los Angeles Times, eh bien, c'est la police elle-même qui s'est attaquée aux étudiants qui manifestaient. C'était, je vous le rappelle, les 26 et 27 septembre dernier. 6 personnes ont alors été tuées, une vingtaine blessées et plus de 40 ont disparu. Or, les parents présents ainsi que les étudiants qui ont survécu eh bien, ont affirmé avoir vu des policiers emmener des corps d'étudiants avec eux, à quoi le gouvernement local répond que les unités de police régulièrement sont infiltrées par des criminels. Voilà, on suit l'affaire de près sur A24 News. Ah, puis le témoignage également d'un djihadiste qui a retenu votre attention. Oui, je n'ai jamais été aussi heureux, c'est ce qu'il a affirmé dans Courrier International. Il a été interrogé par des journalistes américains, un témoignage aux allures de pub pour Daesh finalement, avec ce jeune Toulousain qui vante le confort de sa nouvelle vie en Syrie, une mitraillette à la main. Alors à 24 ans, cet ancien ado paumé, drogué, arbore aujourd'hui fièrement son arme près de Latakia. C'est là où il vit en coloc avec un autre djihadiste de 28 ans, saoudien. Et là, en Syrie, il explique qu'il vit finalement en communion avec ses valeurs comme la fierté et la dignité. Et il attend avec impatience d'aller au paradis. En plus, sur place, on l'aime bien. Il explique aux journalistes américains qui l'ont interrogé que les gens du village l'aiment bien parce qu'il a choisi un poste dangereux. En effet, il surveille les abords du village. Alors bon, sa femme, sa deuxième femme qu'il a épousée en Syrie, on ne sait pas trop comment elle vit ça. En tout cas, on sait qu'elle n'a pas le droit d'utiliser Internet. D'ailleurs, au passage, à en croire Abou Mariam, c'est son nom de guerre, eh bien, ce serait dangereux. Et en parlant de femmes, il trouve qu'en France, c'est absolument terrible que les femmes n'aient pas le droit de porter la niqab. D'ailleurs, elles doivent même payer une amende, alors que quand elles se baladent à poil, elles n'ont rien à payer. Enfin, ça fait partie de cette campagne de communication dont on parlait un peu plus tôt de l'État islamique et des djihadistes en général, une campagne qui semble bien réussir. On en profite d'ailleurs pour prendre la direction de la Mecque au lieu de l'islam. Hein. Exactement. Alors, envahi, à croire le site de Radio France Internationale, RFI, par la fièvre du selfie. Et oui, un vent de modernité aurait soufflé sur l'un des plus grands rassemblements musulmans du monde, alors que certains se pressent pour publier sur les réseaux sociaux leur autoportrait, comme celui-là par exemple, sur fond de grandes mosquées. Eh bien, certains restent amers, fustigent une attitude dite touristique, et pourtant jamais le Hajj du coup n'avait fait autant parler de lui sur les médias dans le monde entier. En France par exemple, voici Libération
ce matin. Profitez-en, ça se termine demain, la Mecque. Allez, on parle de sport et plus précisément de Formule 1. Oui, alors bien sûr, avec hier cet accident dramatique du pilote français Jules Bianchi. Il a percuté un engin de la vache, était en sortie de piste alors que déjà une voiture était en train d'être dépannée. C'était sur le Grand Prix du Japon. Il serait entre la vie et la mort, victime donc d'un hématome cérébral. C'est un accident de trop en Formule 1 et une accroche parfaite pour Le Figaro qui ressort le dossier des cockpits fermés en Formule 1. Alors je vous arrête tout de suite. Ceci, c'est une Formule 1 futuriste qui a été dessinée pour un jeu vidéo, mais l'accident de Jules Bianchi pourrait quand même pousser l'Institut FIA, donc c'est un programme qui dépend de la Fédération internationale de l'automobile, à accélérer son programme de recherche dans le but de couvrir justement ces cockpit, avec récemment l'idée d'une armature faite de barres de protection qui aurait fait son chemin. Alors problème, le pilote doit pouvoir s'éjecter très vite en cas d'incendie. Avec ces barres, apparemment, c'est un petit peu compliqué. On prendra justement des nouvelles de Jules Bianchi en dernière partie d'émission dans la page sport avec Lise Barenbaum. On finit par un record, celui du vin le plus cher. Alors il est un tout petit peu tôt pour faire rêver nos papis. Cela dit, une collection de prestigieux vins de Bourgogne, Cocorico. Des Romano Conti ont été vendus aux enchères à Hong Kong à 11 000 € la bouteille. Ça fait 1 300 € le verre, commente la Repubblica en rêvant. Alors, ce bon vin, il a été acheté par qui? Par un acheteur inconnu, mais à Hong Kong. Alors, n'oublions pas le contexte, cette mobilisation étudiante à Hong Kong, dispersée, mais quand même. Quelle manifestation s'amuse le Financial Times alors que cette vente record survient bien évidemment au moment où la Chine s'est lancée dans une politique terrible d'austérité qui a porté un sérieux coup, notamment aux vins de prestige à Hong Kong. Merci beaucoup, Betsabé. C'est l'un des pires drames humanitaires actuels et selon l'ONU le moins médiatisé. Il se joue dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Il s'agit des réfugiés africains, pour la plupart fuyant l'Érythrée et sa brutale dictature. Hommes, femmes, enfants kidnappés et retenus en otage par des trafiquants bédouins dans de véritables camps de torture. En Israël, 35 000 Érythréens vivent, leurs proches tentent désespérément de sauver ces suppliciés de la mort et de l'oubli. Réfugiés africains, les captifs du Sinaï. Voici un extrait du reportage de Keren Chaillot diffusé dans son intégralité dans l'émission Reportage que vous retrouverez ce soir sur notre antenne. Regardez. Depuis maintenant 20 ans, des Érythréens fuient une dictature militaire brutale. En 2006, l'Europe ferme ses frontières aux réfugiés africains. Pour fuir l'Érythrée, des milliers de réfugiés s'enfuient par le désert du Sinaï dans l'espoir de franchir la frontière israélo-égyptienne. Plus de 35 000 Érythréens ont traversé la frontière vers Israël. Des passeurs bédouins enlèvent certains de ces Érythréens pour toucher une rançon. Les otages sont détenus dans des camps de torture où ils sont soumis à des supplices quotidiens. Ils sont forcés à appeler leurs familles et les inciter à payer afin qu'ils puissent être libérés. C'est dans le sud de Tel Aviv qu'on peut trouver ceux qui arrivent enfin à atteindre Israël. Ici, ils luttent pour survivre sans statut légal. Maharit Tarleh est arrivé en Israël sain et sauf il y a 3 ans. Son neveu, Berhan, a été enlevé alors qu'il était en route vers Israël depuis l'Érythrée. Les ravisseurs exigent une rançon extrêmement élevée pour sa libération, une rançon que Maharit n'a pas les moyens de payer. Nous avons payé déjà 11 000 $, mais ça n'a rien changé à la situation. Mehron Estefanos est une journaliste et militante des droits de l'homme résidant en Suède. Mehron s'est engagée à sensibiliser le monde à ce problème. Sur son émission de radio, elle parle tous les jours avec les otages et leurs familles. Je vous appelle de Suède. Maharit m'a donné votre numéro. Il m'a demandé de vous appeler. Tiens bon, Beran, tiens bon.
Il a dit qu'il ne pensait pas qu'il s'en sortirait. Je lui ai dit, ne dis pas ça, tu vas bientôt sortir. Ton oncle fait tout son possible. Et lui m'a dit, non, je ne pense pas. Il m'a dit que 4 personnes sont déjà mortes là-bas, 3 hommes et une femme. Selon les estimations, 5000 personnes seraient mortes et un nombre incalculable aurait disparu entre 2009 et 2013. Je ne sais pas comment nous avons passé cette barrière. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Je suis passé comme ça, à travers, mais je ne sais pas comment j'ai pu passer. Je ne me rappelle pas de ce qui se passait à ce moment-là. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens juste que tous mes vêtements sont restés sur cette barrière. En mars 2014, le Parlement européen a appelé pour la première fois l'Égypte à mettre fin aux abus des trafiquants. Mais à l'heure qu'il est, les enlèvements et les tortures se poursuivent sans interruption. Voilà, vous pourrez retrouver ce reportage dans son intégralité dans l'émission Reportage à partir de ce soir. Restez avec nous, on fait une courte pause de quelques minutes et on revient après le journal. À tout de suite. Dernière partie du Morning, on retrouve sur ce plateau Rudy Saada et Lise Barenbaum. Bonjour à vous. Bonjour. Et on commence avec vous, Rudy, avec la revue du web. Hein, c'est ça. On commence avec cette campagne lancée, c'est bien vous, lancée par les internautes pro-palestiniens sur Twitter. Oui, alors ils ont compris l'effroi et la condamnation internationale qu'avait provoqué Daesh, l'organisation État islamique, dont l'acronyme sur le net est ISIL. Donc certains militants pro-palestiniens ont lancé un mouvement, ou plutôt une campagne de confusion qui rapprocherait l'ISIL, l'État islamique, et de ce qu'ils appellent le JISIL, comprenait l'État juif d'Israël dans le Levant, donc en créant un hashtag, une comparaison dont l'objectif est donc de dénigrer l'État hébreu et qui a été amplifié par Max Blumenthal. C'est un journaliste américain qui est très critique à l'égard de la politique israélienne. Il a lancé ce hashtag, lisez plutôt son tweet. L'ISIL Daesh dit représenter le vrai islam et crée de l'islamophobie. Le JISIL dit représenter tous les juifs, ce qui crée de l'antisémitisme, un parallèle que je vous laisse juger. Repris 16 000 fois quand même sur Twitter, ce n'est pas un micro-phénomène. La semaine dernière, le hashtag va jusqu'à l'absurde, voire même l'humour. On finit donc par retrouver en fin de parcours Barack Obama qui reçoit le calife du JISIL, qui n'est autre évidemment que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Et chez certains, cette campagne de dénigrement fonctionne, c'est-à-dire que le rapprochement se fait, comme en témoigne ce tweet assez surréaliste: musulmans contre les îles et juifs contre JISIL, accompagné du hashtag désormais célèbre Not in my name, pas en mon nom. Donc on voit que la confusion chez certains peut fonctionner et mettre l'État d'Israël et l'État islamique sur le même plan. On reste sur Twitter avec un chef taliban piégé par la géolocalisation. Oui, alors je ne sais pas si vous le savez, quand vous postez sur Twitter ou sur Facebook, eh bien, si vous n'avez pas désactivé la fonction, automatiquement vous êtes géolocalisé et on sait d'où votre tweet est émis. Alors voilà, ça met en marche cette fonction. Alors vendredi dernier, Zabiullah Mujahid, qui est le porte-parole des talibans en Afghanistan, il a publié un tweet qui revendiquait une attaque des talibans dans l'est de l'Afghanistan. Et avec son tweet est apparue sa géolocalisation. Et surprise, le chef des talibans se trouve non pas en Afghanistan, mais dans la province de Sindh, au Pakistan. Et donc dans un tweet suivant, il a démenti en blâmant Twitter, mais en fait le mal est fait et la prochaine fois il fera attention et désactivera. Donc c'est assez dangereux pour savoir où sont les grands chefs talibans. C'est très simple, il faut aller sur Twitter. C'est une bonne manière. Et on termine avec cette vidéo qui nous montre comment l'ordinateur et les nouvelles technologies ont fait le ménage. Oui, en 35 ans, tout est passé sur notre ordinateur. Alors ça, on le sait tous finalement, mais si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo. Elle a été créée par les étudiants d'Harvard et elle retrace 35 ans d'évolution et surtout de ménage.
Alors Rudy, expliquez-nous un peu cette vidéo en quelques simple. années. Tout ce qui est fax, encyclopédie, téléphone, le globe, les cartes, tout est rentré dans votre ordinateur. Il ne vous reste finalement que vos lunettes de soleil, votre smartphone et votre petit Mac, votre ordinateur. Et vous avez finalement toute votre vie dans cette machine. Et c'est ce que montre petit à petit. Et chaque icône montre en fait l'évolution de la technologie. Ça vous aide à arranger votre maison finalement, Mac? Non, ça reste toujours aussi désordonné. Désordonné chez vous aussi, Lise? Oui, un peu mieux. Un peu mieux que lui. Bon, on va parler de Haïfa, où les établissements universitaires dont Ternion sont bien sûr connus dans le pays et même de renommée mondiale, mais ce n'est pas ces scientifiques qui nous attirent dans les allées du campus, mais bien ces infrastructures sportives de premier plan qui en font une sorte de campus à l'américaine et qui remettent à l'ordre du jour les valeurs du sport, mais de tous les sports. Regardez. Nous sommes à Haïfa, en plein cœur du Ternion, l'université technologique d'Israël. Réputé pour ses ingénieurs et sa recherche, le Ternion met également à disposition de ses élèves un complexe sportif des plus modernes. Découvrons ensemble les coulisses de cet aspect peu connu de l'institution. Le Ternion Institute of Technology est une référence en Israël. L'université accueille tous les ans près de 14 000 étudiants, répartis dans une centaine d'objets d'études, allant de la licence au doctorat. Pourtant, s'il représente une telle force académique, le Ternion a un autre atout maître à apporter à ses étudiants. Une culture du sport sans équivalent en Israël. Fort de 3 piscines dont une est olympique, le domaine de la natation est géré d'une main de maître par le professeur Ishaya Koppelman. Nous entretenons les piscines 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Le personnel est sur place 24 heures sur 24. Les données comme le chlore, la température de l'eau ou les impuretés de l'eau sont collectées pendant 21 jours et sont automatiquement transférées au département du ministère de la Santé, ici à Haïfa. Mais si le Ternion possède plusieurs piscines, les autres sports ne sont pas en reste. Salle de musculation dernier cri, terrain de tennis, de basketball, de volleyball, de football ou encore de squash. Toutes les disciplines sportives sont présentes ici. Et cela est dû en grande partie au travail fourni par le bureau des étudiants et l'association sportive du Ternion. Nous avons 230 cours disponibles, dont 160 sous la responsabilité de l'association sportive du Ternion, qui dépend du bureau des étudiants. Les étudiants sont reçus en fonction de leurs demandes et ils peuvent changer de sport pendant l'année, comme faire un semestre d'escrime et un autre de judo. Et si le Ternion investit dans le sport, ses étudiants le lui rendent bien. Présent dans les compétitions nationales depuis sa création et dans les compétitions internationales depuis 2012, année durant laquelle un tournoi de volleyball a mis aux prises élèves de l'école et champions européens, le Ternion est le maître incontesté dans la plus grande majorité des catégories dans lesquelles il est engagé depuis maintenant 3 décennies. Le Ternion est un leader régulier du sport en Israël depuis 30 ans. Nous sommes une sorte de dynastie ici. Nous sommes les champions invaincus depuis cette époque. Pour le Ternion et ses étudiants, plus qu'un simple loisir, le sport est un art de vivre et une manière de rassembler. Il doit pouvoir aider les étudiants à s'épanouir et par conséquent, l'accès au complexe sportif de l'université doit être facile et abordable. Ce qui est vraiment très important, c'est que le prix est accessible à tous les étudiants. C'est vraiment un prix qui est peu cher. Et du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir s'oxygéner. Et on sait que plus on a une tête qui est oxygénée, plus on a de chances de réussir. Donc du coup, je pense que c'est en grande partie grâce à ça qu'on peut se permettre de réussir. Au Ternion, on a accès à tout. Il y a de nombreux terrains, la salle de sport est incroyable. Quand on y va, c'est une bonne ambiance. On y va entre potes. C'est un bon exutoire pour le stress des examens, de pouvoir un jour ou deux dans la semaine courir un bon coup. Et on a la possibilité de le faire au Ternion. À la pointe de la technologie et de plus en plus proche de la perfection sportive, le Ternion apparaît désormais comme une des meilleures universités au monde, non plus pour son simple niveau académique, mais aussi pour son cadre de vie. Alors Lise, est-ce que c'est vraiment comparable aux infrastructures des campus américains, le Ternion ?
Pas vraiment. Les Israéliens font beaucoup d'efforts, mais il y a une grande différence avec les Américains, même au-delà des infrastructures, c'est l'engouement du public. Parce qu'aux États-Unis, les Américains considèrent les championnats universitaires comme de vraies ligues professionnelles. Donc ils se déplacent en masse pour aller voir les matchs. Par exemple, à l'université du Michigan, il y a un stade énorme qu'on surnomme la Big House qui peut accueillir 110 000 personnes. Donc c'est le premier stade du pays, c'est le 3e plus grand stade du monde. Donc vous imaginez, les gens ils vont vraiment acclamer les joueurs universitaires comme si c'était des pros. Et puis ensuite, la grande différence, c'est que là-bas, c'est un vrai business. Par exemple, en 2012, la Texas University a récolté 150 millions de dollars grâce à son équipe de football. Alors tout ça, ça vient des droits télé, des produits dérivés, de la billetterie. Et ça, c'est le vrai paradoxe du sport américain universitaire qui veut créer un équilibre entre les études et en même temps des compétitions de très très haut niveau. Et en fait, c'est juste une usine à champions puisque tous sont passés par là. Marion Jones, Michael Phelps, ils sont passés par le sport universitaire. Alors Lise, avant de parler foot, on va quand même prendre des nouvelles du pilote de Formule 1, Jules Bianchi, qui a eu un très grave accident hier. Effectivement, donc le pilote français de 25 ans qui est sorti de la piste lors du Grand Prix du Japon hier à Suzuka. Donc il aurait percuté la dépanneuse qui était en train d'évacuer un monoplace sous un déluge absolu de pluie. Donc aujourd'hui, son état est critique. Il a subi une opération pour un hématome à la tête. Il serait dans le coma, mais sans assistance respiratoire. Et il a été placé en soins intensifs. En fait, les 24 heures actuelles sont déterminantes pour son état. C'est le petit dernier des pilotes français de Formule 1. C'est un Niçois et il est issu d'une lignée de pilotes puisque son grand-oncle et son grand-père étaient aussi pilotes de F1. Et c'est assez terrible, mais dans sa famille, les accidents sont déjà arrivés puisque son grand-oncle est mort dans un accident lors des 24 heures du Mans. Beaucoup de réactions d'ailleurs suite à cet accident. Oui, sur Twitter, l'émotion est vive. Alors elle vient des anonymes. Évidemment, il y a le hashtag qui le soutient est encore ce matin en tête, c'est-à-dire que énormément d'internautes se joignent pour lui apporter du soutien. Alain Prost, évidemment, pilote de Formule 1, mais ça va bien au-delà du monde automobile. On va le voir avec Renaud Lavillenie qui lui est perchiste et qui lui aussi avec ce hashtag Courage Jules essaye de lui apporter son soutien. Et puis aussi dans le monde politique, François Fillon qui aime beaucoup le sport automobile et qui donne une pensée pour Jules Bianchi. Vraiment tout Twitter est vraiment sous le choc de cet accident. Les images circulent sur Twitter, on n'a pas voulu les montrer dans la presse. Il y a quelques photos qui circulent quand même, mais les internautes ne veulent pas les diffuser parce que par dignité et parce que c'est peut-être trop dur à voir. Pour Jules Bianchi, une pensée pour Jules Bianchi. Lise, on parle des résultats du foot du week-end et puis on commence avec le championnat espagnol. Hier soir, le Grand Real Madrid jouait contre l'Athletic Bilbao. Oui, et ça va très bien pour le Real qui continue son super mode septembre. Ils viennent de s'offrir une belle manita, une victoire 5-0 contre Bilbao pour cette 7e journée de Liga, donc grâce à un triplé de Ronaldo et un doublé de Benzema à domicile sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Donc le Real remonte à la 4e place du classement, c'est leur 4e victoire consécutive. Donc le Barça doit faire attention au retour de son grand rival. Et puis le Barça qui a enfin repris la tête de Liga. Exactement, le Barça va très bien aussi, une belle victoire. Samedi 2-0 contre le Rayo Vallecano. Donc on se souvient de leur échec face au PSG en Ligue des Champions la semaine dernière 3-2. Eh bien les Catalans ont réagi, ils ont voulu laver cette humiliation et ils se rattrapent comme d'habitude avec des réalisations de Messi et Neymar dont c'est déjà le 7e but cette saison. Alors, grosse surprise du week-end, Valence a écrasé l'Atlético Madrid. Oui, c'est incroyable, c'est le match du week-end en Espagne. Valence qui remet à sa place le champion en titre. Donc l'Atlético en les battant 3-1. Valence a même été provisoirement leader de la Liga. Ils sont toujours invaincus cette saison, les Valencians. Mais c'est une défaite catastrophique pour les Madrilènes qui donc ont encaissé 3 buts en un quart d'heure. Ils étaient peut-être un petit peu fatigués après leur victoire face à la Juve en Ligue des Champions la semaine dernière. Donc Madrid surnage seulement à la 4e place du classement et le club tché de Valence s'impose comme le nouveau petit pousset de la Liga. Et les Madrilènes qui ont même subi les foudres des supporters valenciens. Oui, alors on a tendance à idéaliser le public des petits poussets. Eh bien, sachez qu'à l'arrivée du bus de l'Atlético à Mestalla, 500 fans de Valence ont jeté des gobelets et des canettes. Il y a même eu des pierres sur le bus de l'Atlético, si bien que la police nationale équestre a été obligée d'intervenir. Et suite à tout ça, Valence, évidemment, s'est excusé et a dit qu'ils allaient ouvrir une enquête pour retrouver les coupables. Rudy, vous êtes un fervent supporter d'une équipe. Oui, mais je ne suis pas un hooligan. Je ne jetterai jamais de pierres ou de chaussures sur le bus du PSG. Vous êtes sûr ? Non, absolument. C'est le PSG, votre équipe ? Non, c'est l'OM, justement, ce qui explique le geste. Et vous, Lise ? Moi, c'est plutôt le PSG, je dois dire.
Mais vous aussi, pas de léganisme, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. On passe au championnat français. Hier soir, belle affiche PSG-Monaco. Oui, et malheureusement, Paris n'a pas confirmé son exploit de la semaine dernière. Je vous le disais, contre le Barça, match nul 1-1. Lucas a marqué pour Paris à la 71e minute et Anthony Martial a arraché le nul pour Monaco dans les arrêts de jeu. On note l'excellente prestation de Javier Pastore pour le PSG qui se réveille après un début de saison un petit peu terne. Donc les Parisiens sont tenus en échec à domicile. C'est pas génial après cette victoire contre le Barça. Le PSG est donc maintenant distancé de 7 points par rapport à l'OM, alors que l'année dernière, à la même époque, c'est Paris qui dominait Marseille avec 8 points d'avance. Mais le club de la capitale remonte dans le trio tête, 3e place derrière Bordeaux. En face, Monaco est quand même bien passé à l'offensive avec 13 tirs contre 8 pour le PSG, mais les Monégasques sont seulement à la 14e place de la Ligue 1. On vous sent agacé. Non, souriant, ça va, plus 7, ça va, ça me va bien. Mais Laurent Blanc disait hier, après le match du PSG, qu'il y avait une différence qu'on commence à sentir, c'est aussi en Espagne aussi, entre les clubs qui jouent la Ligue des Champions le mercredi et les clubs qui ne la jouent pas, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fatigués. Et là, hier, ça s'est vu, Paris s'est fait rejoindre à la toute fin de match, alors que Marseille, justement, a gagné à la toute fin de match aussi. Oui, Marseille qui va plutôt bien, Marseille qui a battu Caen 2-1, et Marseille qui remercie encore Gignac, donc 7e victoire consécutive de Marseille en Ligue 1. Le but victorieux a donc été signé, vous l'avez dit, en temps additionnel. Gignac providentiel comme d'habitude pour Marseille, même si tout le monde s'accorde à dire que le club phocéen a été moins bon que lors de ses dernières prestations. En tout cas, les Marseillais sont loin devant le 2e du classement Bordeaux, 5 points devant, et ça va plutôt bien pour Gignac qui vient d'être sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps. Merci beaucoup Lise Barenbourg, merci Rudy Saad d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin du Morning, mais je rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, sur Twitter et bien sûr sur notre site internet au www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Vous y retrouverez l'essentiel de l'actualité, mais aussi nos reportages et les articles écrits par notre équipe web, tout également en français, en anglais et en arabe. Restez avec nous, la suite de vos programmes dans un instant sur i24 News.